Bonjour Amandine, bonjour à tous. Oui, je suis là. Super, merci Arnaud, on t'entend bien. Euh, voilà, je vois que d'autres personnes continuent à se connecter. Bon, je vais tout doucement commencer le partage euh, du diaporama, en espérant que... ah oui, non, Est-ce que tout le monde voit le diaporama ou est-ce qu'il y a des difficultés pour visualiser le diaporama, ce qui pourrait être lié à une modalité de partage d'écran? Si des personnes ne voient pas le diaporama, merci de me le signaler tout de suite dans le chat, s'il vous plaît. Yeah, yes. So for people, English people, if you want to choose a language, you can select on the top of your screen. There is 3 points, and here you have another line with language and voices, and you can select language for translation and select English, and you will have the possibility to follow all the webinar in English. And if you have some problem to see the slides, please let me a message in the chat. Voilà, je pense que nous allons pouvoir commencer. Nous sommes déjà un bon petit nombre connectés et j'espère que tous les anglophones ont réussi à se positionner sur le canal anglais. Si ce n'est pas le cas, si vous avez des difficultés, merci d'écrire dans le chat, mais je pense que tout le monde a bien accès. Je pense aussi que tout le monde visualise le support PowerPoint, donc je vais démarrer. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, n'hésitez pas à mettre un message dans le chat. Voilà, donc pour démarrer, je vais déjà vous saluer tous, vous dire que donc aujourd'hui nous faisons notre premier webinaire de l'année, donc sur cette question de la valorisation des données technico-économiques dans le conseil. Donc je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. On est pour l'instant 46 personnes réunies. Je vois qu'il y a des personnes de Tunisie, du Burkina Faso, de Madagascar, du Maroc, de Madagascar, de la Côte d'Ivoire, du Malawi, du Kenya encore, de France aussi, de la Géorgie. Je pense, voilà, à peu près des représentants en fait des différents pays où FERT intervient. Donc, merci à vous d'être si nombreux aujourd'hui. Donc, avant de démarrer, peut-être un petit point technique pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Donc, aujourd'hui, on utilise donc les différentes fonctionnalités de Teams. Vous connaissez, je pense, maintenant tous ces outils. Donc, vous avez la possibilité, via le bouton conversation, d'écrire dans le chat si vous avez des questions ou si vous rencontrez des problèmes techniques. Il y a un petit bouton lever la main si vous devez prendre la parole, mais a priori, voilà, la prise de parole ou enfin, les questions se feront essentiellement à l'écrit. Vous pouvez aussi réagir via le petit émoticône. Et puis, donc, je vous invite à couper vos microphones. A priori, pour tout le monde, c'est à peu près bon. Non, il y a encore quelques micros ouverts. Je me permets de désactiver les micros pour faciliter la qualité du son et de couper la caméra, à l'exception de ceux qui prennent la parole. Donc là, par exemple, ma caméra est ouverte. Pour l'interprétariat, so for English people who want to have translation, you have the possibility to select the 3 points here and to choose language and voice, and after to select the language that you expect. So that's here you have to choose English and you have the possibility to listen all the webinar in English. So I hope everybody can understand well this webinar. Donc, et pour les francophones, il n'y a pas besoin d'interprétariat puisque l'ensemble des intervenants parleront en français. Voilà, pour les anglophones aussi, normalement, vous avez une option de traduction automatique
des slides si vous le souhaitez. Alors, je ne sais pas comment ça se présente chez vous. Normalement, vous avez 3 petits points sous le PowerPoint et vous avez la traduction automatique. Donc, c'est une traduction automatique avec intelligence artificielle qui implique certainement des erreurs de traduction. Donc, c'est juste pour le support, mais voilà, je vous encourage plutôt à écouter la traduction à l'oral. Alors, notre programme du jour, donc l'objectif de notre webinaire, eh bien, c'est de découvrir les expériences d'autres pays sur cette question de la gestion et de la valorisation des données technico-économiques, comprendre les conditions de réussite de ces expériences, et puis s'inspirer pour progresser dans vos connaissances et vos pratiques. Donc, on va démarrer par une petite introduction et puis ensuite, on donnera la parole à Jules Ouedraogo, donc, qui est coordinateur au niveau de FERT au Burkina Faso, qui nous partagera son expérience. Et puis ensuite, nous donnerons la parole à Arnaud Sommet, qui est coordinateur technique maraîchage à FERT en Côte d'Ivoire, dans le secteur de Bouaké, et en particulier auprès de l'URMAG. Et puis, nous conclurons notre webinaire par quelques messages clés. Donc peut-être pour démarrer cette séance, avant de rentrer, je voulais qu'on prenne quelques temps un peu pour poser le cadre et se poser la question finalement pourquoi aujourd'hui on collecte des données. Ça peut sembler évident pour nous tous, mais parfois la réalité, c'est pas si facile que ça. Dans beaucoup de pays où on intervient, voilà, on collecte énormément de données, on a tous des fiches, des cahiers d'enregistrement, des tableaux Excel, mais finalement, combien de fois ces données ont-elles vraiment changé quelque chose pour l'agriculteur qui les a collectées et combien de fois ces données sont restées dans un ordinateur plutôt que de retourner vraiment au champ. Et c'est vraiment sur ce sujet-là, pour voir comment finalement on passe de la collecte à la valorisation, que nous avons proposé d'organiser ce webinaire aujourd'hui. Donc, un petit rappel, en tant que conseiller agricole, en tant que paysan relais, notre rôle, c'est d'aider les agriculteurs à mieux gérer leur exploitation pour que finalement leur activité leur permette de générer des revenus et améliorer leurs conditions de vie. Le rôle du conseiller, c'est pas seulement aider à produire plus ou à adopter de nouvelles techniques, mais c'est aussi à aider à prendre des meilleures décisions, campagne après campagne. Gérer son exploitation, finalement, concrètement, ça nécessite de se poser 3 questions que je vous ai remis ici. C'est d'abord la question de la planification. Où est-ce que je veux aller? Quels sont mes objectifs pour cette campagne? Ensuite, le suivi. Est-ce que ce que je fais correspond à ce que j'avais prévu? Et puis enfin, l'analyse et la décision. Est-ce que j'ajuste ma campagne prochaine par rapport à ce que j'ai observé cette année? Finalement, ces 3 étapes, prévoir, suivre et analyser, elles se succèdent et elles recommencent à chaque campagne. C'est ce qu'on appelle en fait le cycle de gestion. Et finalement, les données qu'on va collecter, elles vont nous permettre de faire fonctionner ce cycle. C'est grâce à ces données qu'on va pouvoir mesurer ce qu'on fait, qu'on va pouvoir analyser, qu'on va pouvoir décider en connaissance de cause. Et on n'est pas juste finalement à avancer un peu à l'intuition, au flair. Mais attention, ce cycle n'a de valeur que si les données reviennent vraiment à l'agriculteur. Ce n'est pas uniquement un flux à sens unique où le conseiller va garder toutes les données pour lui. C'est vraiment un aller-retour. Et finalement, l'agriculteur qui fournit des données sur ce qu'il fait, eh bien, le conseiller est là pour l'aider à les analyser et ensemble, ils en tirent des décisions pour la suite. Et donc, c'est cette boucle-là, collecter, analyser, restituer, décider, qui est vraiment tout au cœur de ce qu'on va discuter aujourd'hui. Un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est cette question de l'équilibre entre le technique et l'économique. Parce qu'en fait, bien souvent, quand on commence à parler des données, on a les chiffres, on a le suivi, et puis assez rapidement, en fait, on pense finalement aux coûts, aux charges, aux dépenses, à la marge, et on s'intéresse assez souvent finalement voilà, à des données économiques. Et puis, on a un raisonnement qui va être finalement pour gagner plus, il faut que je vende plus ou que je dépense moins. Et finalement, ce raisonnement-là, il est un peu limité, c'est-à-dire que finalement, ce qui est important, c'est de toujours garder un lien entre l'économique et le technique. Prenons finalement un exemple concret, un agriculteur qui va diminuer ses charges d'engrais pour réduire ses charges, il va peut-être augmenter sa marge sur le papier, mais finalement, son rendement chute
Et puis, finalement, il va peut-être moins économiser que ce qu'il a prévu. Finalement, ce que je veux dire ici, c'est que chaque geste technique a des conséquences économiques directes, et l'inverse est tout aussi vrai. Un producteur qui n'a pas la trésorerie pour acheter ses semences va acheter ses semences à temps, va prendre du retard dans sa récolte, et finalement, ça va avoir un impact sur ses rendements. C'est pour ça qu'il est toujours important voilà, de faire le bon équilibre entre le technique et l'économique en même temps. Les choix agronomiques et économiques, finalement, sont liés. C'est un peu la parabole que Joseph utilise régulièrement des deux jambes d'un marcheur. Si vous marchez que sur une jambe, vous êtes un peu déséquilibré. Et finalement, c'est la même chose. Si vous travaillez le technique sans regarder l'économique, ça ne va pas fonctionner, et vice-versa. Donc aujourd'hui, pourquoi ce webinaire? C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Finalement, dans la réalité des différents pays où on travaille, on a des contextes différents. Il y a des dispositifs qui sont relativement avancés, d'autres qui démarrent et qui sont un peu à leurs premiers essais. C'est normal, les choses prennent du temps. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une tendance un peu partout, finalement, avec le temps, à vouloir complexifier, sophistiquer un peu les outils dont on dispose. On ajoute des nouvelles données à collecter, on veut collecter plus de producteurs, et finalement, on passe parfois plus de temps à gérer les données qu'à vraiment les utiliser, et finalement, l'outil devient une fin en soi. Ce qu'on constate aussi parfois, c'est que les données, elles sont davantage utilisées pour rendre compte de son activité de conseiller, de technicien, pour faire son suivi-évaluation, pour rédiger ses rapports, plutôt que d'aider réellement l'agriculteur à prendre des décisions. Donc c'est un peu tout ça qu'on va interroger aujourd'hui, parce qu'en fait, pour nous, et il nous semble essentiel, comme je le rappelais tout à l'heure, l'objectif premier, c'est que les données collectées doivent revenir à l'agriculteur sous une forme utile pour l'aider à éclairer ses choix. Tout le reste, les outils, les bases de données, les graphiques, c'est juste quelque chose qui va nous rendre service en vue de cet objectif-là. Voilà, alors pour illustrer un peu plus tout ça, je vais proposer à Jules, donc Ouedraogo, de prendre la parole et de nous présenter le cas du Burkina Faso et l'expérience du Burkina Faso dans la gestion des données de campagne agricole. Jules, est-ce que tu nous entends? Oui, chez moi, je vous entends. J'espère. Très bien. OK. On t'entend très bien aussi. Je vais de mon côté donc couper le micro et te laisser présenter l'expérience du Burkina Faso. Merci, Jules. OK. D'accord. Donc, merci Amandine et bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est un réel plaisir pour moi et particulièrement le Burkina Faso de partager un peu sa petite expérience sur la gestion des données de campagne agricole. OK. Donc, pour la petite historique, en fait, il faut noter que FET a démarré au Burkina Faso autour de 2007-2008 avec 3 OP, notamment les OP de Pisla, Dablo et Pensa, voilà, qui représentaient autour de 1692 producteurs. Et déjà, dès la première campagne en 2008, on a commencé déjà les suivis des données, voilà, pour préparer les bilans des campagnes avec le recensement des données de près de 1472 voilà, producteurs. Et en 2015 également, vu que le besoin était là et que la saisie manuelle de ces données-là était un peu difficile, parce que les données étaient collectées depuis la base avec des fiches et ensuite il fallait les saisir encore sur Excel. On était obligé, dans le souci de plus d'efficacité et de toucher le maximum de producteurs, faire appel à un prestataire de services du nom de TIC Analyse, voilà, qui a mis en place et développé une application de collecte de données via les tablettes, donc qui a permis de passer de 1472 producteurs à 1813 producteurs dans la collecte de données. Et on a évolué également jusqu'en 2017 où FET a élargi son intervention vers 3 autres OP. Et là encore, vu que le nombre, l'effectif des producteurs également a augmenté, voilà, donc les données, la collecte de données s'est également étendue sur près de 950 producteurs jusqu'en 2022 où voilà, on se retrouvait avec près de 7500 membres
Et on s'est rendu compte que voilà, il y avait un certain nombre de difficultés, de problèmes qui se posaient, notamment dans la qualité des données, notamment dans la fiabilité des données. Donc, plus les références étaient importantes, plus ça devenait vraiment difficile d'avoir des données vraiment de qualité. Donc, du coup, on était obligé de réfléchir aussi à l'interne de voir, pour voir un peu comment on pouvait avoir un effectif assez raisonné pour pouvoir vraiment arriver à avoir des données qui sont intéressantes et de pouvoir mieux alimenter et nourrir les échanges lors des bilans de campagne. Donc, et aussi, il faudrait préciser qu'on était un peu dépendant du prestataire de services, TIC Analyse, parce qu'à un moment donné, on voulait l'ensemble des données des années antérieures et il nous disait que ce n'était pas possible parce que lui devait passer à une autre version, notamment de gestion de données. Et pour ça, si on ne voulait pas payer pour accéder à sa nouvelle version, ça allait être un peu difficile pour lui de pouvoir nous accompagner. Donc, du coup, il fallait trouver une alternative, notamment dans la base de données, dans la gestion de données. Donc, du coup, on s'est référé un peu à la base, du moins à la base de données Kobo Collect, qui est un outil libre d'accès et qui permet également de collecter les données via les smartphones et de pouvoir les stocker et ensuite les récupérer. Donc, en 2022, nous sommes passés vraiment sur la collecte de données via Kobo Collect avec une référence de près de 685 producteurs. Donc maintenant, je vais essayer de vous présenter un peu, après ce bref historique-là, comment a évolué un peu le dispositif de suivi des données de 2008 à maintenant. Donc il faut noter qu'on a eu 3 grandes phases en fait. Donc il y a la période de 2008 à 2015, de 2015 à 2022 et de 2022 à maintenant. Donc pour la période de 2008 à 2015, comment se faisait la collecte? D'abord, il faut noter qu'on avait deux niveaux de collecte ou bien deux entités, notamment les producteurs pilotes, qui étaient un peu des producteurs qui étaient alphabétisés et qui avaient plus ou moins un certain niveau, voilà, de technicité plus avancé que le producteur lambda à la base. Donc, lui qui vraiment arrivait à recenser de façon très pratique les données technico-économiques. Et ensuite, nous avons les producteurs à la base, pour que nous remettions des fiches de recensement avant et après la campagne agricole. Et le producteur relais, le producteur pilote était censé agréger ces différentes fiches-là et l'envoyer au niveau de l'OP qui, via le conseiller de FERT, voilà, rassemblait ces fiches-là et le remettait au responsable agro qui procédait à la saisie manuelle de l'ensemble de ces données-là, voilà, dans la base de données pour pouvoir faire les analyses et les différentes interprétations. Et après les analyses et la saisie des données sur Excel, voilà, le responsable agro renvoyait les résultats de la campagne, voilà, au niveau de l'OP via le conseiller qui ensuite maintenant animait les bilans de campagne via des restitutions à la base. Donc ensuite, nous avons également essayé d'adapter un peu le dispositif en 2015 parce qu'on faisait face à une contrainte, comme je disais tantôt à l'introduction, parce que pour la collecte des données, on avait fait appel à un prestataire TIC Analyse. Mais à un moment donné, on payait chaque année un peu pour héberger les données. Et à un moment donné, on était un peu confronté à la problématique parce qu'ils voulaient passer sur un autre format de data et pour cela, ils nous exigeaient de payer. Si on ne payait pas le montant, voilà, on serait obligé de nous déconnecter. Donc, il fallait trouver une alternative aussi pour pouvoir toujours arriver à collecter les données des producteurs sans forcément être dépendant de lui. Donc, c'est pour cela que nous sommes passés de l'application BioCollect développée par TIC Analyse à la collecte de données via Kobo Collect. Donc, on a transposé tous nos questionnaires là-dessus et on a élaboré le questionnaire et ensuite maintenant, voilà, on partageait les données aux conseillers. Donc, et cela a évolué pour nous donner le dispositif actuel aujourd'hui. Voilà. Donc, le dispositif actuel, au premier niveau, on a le producteur à la base qui enregistre ses données technico-économiques sur la période de mai à octobre, donc disons autour de 6 mois. Et une fois que ces données-là sont enregistrées, voilà, le producteur relais passe ensuite, voilà, pour procéder à la collecte des données auprès de ces producteurs-là. Donc, disons, sur une période de 2 mois, de janvier à février. Donc, une fois que les fiches ont été collectées par le PA, voilà, il y a une séance de travail qui est juste installée. Voilà. Donc, entre le PA et le conseiller. Mais avant la remontée de ces données-là, il faut noter qu'actuellement, nous avons voulu
qu'il y ait d'abord un premier niveau d'échange avant même que les données n'arrivent chez le conseiller ou au niveau de la collecte, de la base de données Kobo Collect. Donc, ce premier niveau d'échange, c'est vraiment les échanges que nous avons qualifiés, les échanges sous l'arbre, où vraiment, à la base, 2 ou 3 producteurs, vraiment à un niveau local, 15, 20 producteurs au niveau vraiment local, échangent les données de 2 ou 3 producteurs avec vraiment des résultats vraiment très simples. Voilà, sur les quantités de semences, sur les différentes dépenses, sur la quantité de récolte. Donc, ça permet un premier niveau de faciliter les échanges entre producteurs et un premier niveau de restitution également des données entre producteurs. Et une fois que ce travail est fait, voilà, que le conseiller, lui, il compile aussi les différentes fiches qu'il amène au niveau du conseiller, qui procède premièrement à une première étape de vérification. Voilà, pour voir un peu est-ce qu'il y a des données incohérentes, est-ce qu'il y a des données à corriger. Et c'est seulement ça, lorsqu'il, lui, à son niveau, il s'est rassuré ou il voit que les données sont assez intéressantes, qu'il procède maintenant à la saisie sur la plateforme Kobo Collect. Voilà. Et une fois que ces données-là sont faites, donc qui prennent autour de 2 à 3 semaines, hein, une fois que ces saisies sont faites, voilà, le responsable agro procède au téléchargement de cette base de données-là sur Kobo Collect. Et déjà, avant ça, sur la base de l'année antérieure, de l'expérience de l'année antérieure, il y a déjà des réflexions qui sont déjà en cours, notamment sur comment on va gérer les données incohérentes, sur comment on va présenter les résultats, quels sont les types de résultats à présenter, voilà, sur la base vraiment des difficultés qu'on a rencontrées de la campagne précédente. Donc, une fois que ces données-là sont collectées, récupérées par le responsable agro, qui va procéder automatiquement au traitement de cette base de données-là, pour déjà identifier les données manquantes, identifier les données incohérentes. Et une fois que ça c'est identifié, les données manquantes, les données incohérentes sont identifiées, il le transmet maintenant au conseiller qui va procéder à la correction de ces différentes, de cette base de données-là. Et entre l'extraction des données de Kobo Collect au retour du conseiller et à l'analyse globale, cela peut prendre autour d'un mois, donc autrement autour du mois de mars. Voilà. Donc une fois que ces données-là sont corrigées, que les analyses sont faites et qu'elles sont prêtes, voilà, le responsable agro maintenant, voilà, organise une séance de travail avec le conseiller, donc pour animer les bilans de campagne, qui est préparé et qui est animé avec les PR. Donc, ce sont les PR et les conseillers qui co-animent vraiment ces bilans de campagne-là. Il y a des restitutions à la base qui peuvent durer sur une période d'avril à mai, notamment 2 mois. Et ensuite aussi, le cycle reprend son cours sur la base des principaux résultats qui sont tirés, des leçons qui sont apprises. Le producteur encore essaie de prévoir et de commencer l'enregistrement de ces données encore pour pouvoir nourrir, voilà, le dispositif de la campagne précédente. Voilà. Donc, pour ce qui est de la valorisation des données, concrètement, le plus important, et je pense que nous, on a vraiment commencé cette année, c'est vraiment avoir déjà un premier niveau d'échange. Et ce premier niveau d'échange, c'est vraiment les échanges vraiment au niveau champ, à la base avec le producteur, où un producteur ou 2 producteurs partagent de façon simple, avec juste une petite fiche, papier craft, voilà, les résultats de la campagne. Donc, qui permet déjà aux producteurs d'échanger, comme je disais tantôt, sur les quantités utilisées en termes de semences, en termes d'engrais, sur la récolte produite. Et c'est vraiment au conseiller d'animer vraiment ce premier niveau-là, voilà, qui déjà garantit déjà un premier niveau de restitution et qui permet déjà aux producteurs de pouvoir échanger. Donc, notamment pour essayer de voir qui a fait plus, qui a fait moins par rapport aux producteurs qui présentent ces résultats. Voilà. Et voilà, s'il y avait peut-être des éléments améliorés, ça va être quoi? Donc, c'est vraiment ce premier niveau qui, pour nous, cette année, on pense que si on arrive vraiment à gérer ça, ça nous permet vraiment de gagner du temps. Donc, c'est-à-dire déjà les échanges, les restitutions de données producteur, niveau producteur est déjà géré. Avant de passer maintenant vraiment à une deuxième étape qui va être vraiment au niveau de l'étape bilan des campagnes, qui va être un peu une étape d'agrégation des résultats ou une analyse plus poussée qui peut vraiment faire des comparaisons, voilà, d'une localité à une autre, voilà, d'une année à une autre, voilà, que plutôt que de vouloir à un laps de temps pouvoir gérer tout ça qui est vraiment compliqué. Donc, vraiment les échanges, le premier niveau, c'est vraiment les échanges entre producteurs au niveau du champ.
où les données sont restituées, échangées entre producteurs. Et ensuite, le deuxième niveau, ce qui va venir, ça va être vraiment les questions de bilan de campagne, ou qui est un niveau encore plus agrégé. Peut-être Jules, je vais proposer qu'on puisse partager un petit extrait de la vidéo que vous avez faite. Donc, je vais essayer de mettre ça en ligne. Donc, ça va nécessiter une petite manipulation. Et j'espère que tout le monde pourra bien visualiser cette vidéo. Donc, je m'excuse pour les anglophones. La vidéo est est en français, en moré, mais traduite en sous-titrage français. Voilà, j'espère que vous entendrez bien le son. Alors, je vais quand même vérifier pour le partage. Partager le son. Absentik nerfa semiwa la ponga sewa porin azona sia ka yamna yimpirunda runa gela sampame ne kotase gel kesa lebrotum tioro top twenzin ki taba la blagam taben diknori tini ya korongo on kopfa yawa atuntun ba ligdwa ne a bilgwa angrewa non me rara tambo shok kunge he kanga yamne wa ne mbokte yol hotin jindi bala yam sanje na selbiri ga sede rika dépend rama am puji ya tabo rika yema tole donc yam hanje he ya dépend ya wuso la ton mi kam ton nan le bon ki bil moya an yira fum na jigwa yin so bande ngwa ton mi jinna me so ha jugu la hanka ligde tawo to bala yelente fum na ton ya to bum se imam no bis bam gol hondigelga e mi kam te liwa bam sin yi ligde ke ne bumbuda wa ayi wuso ti ranna wa bambo izin ki tam sin kan bam zuin na pongo bam zuin pam zikanga voilà le gesa me ti bam ya tilat bam le ban dikna ken pale ambo birma ga wuso on to ke zinga poa na yele mbore na sabir ga kenso yi mahmbu mi wa yi mam no wuso sa ni tekni sin nan teki ya wala sin kini de pa ma handa wuso ti ponga ka wo mami pam nan pam bumbe hat mami hantita mam ko kwa tasi nan tasi blame ti ne kaneba am som bangir minim da arzek zabo ya wani ma guluso am som pam gulu ram banga mi ligit sin ke ma mim yodo ma mim son wi kitam tum santani suka mpali sulun zugi ti sam pakam dunna mtrim man rametiner wa pa songma tout minim la arjek jaba tagara ya bum song ton wuso ton se sing ki bo likara teka atekra kansanga ti ton sanje loga ni sen wata anan jara ta wuso son tuniara zaba somlom pasame kwadba o parbla rapa ob twin zab tuma masa. Voilà, c'était un petit exemple, Jules, si tu es toujours avec nous. Oui, je suis toujours là, oui. Voilà, je vais remettre le PowerPoint. On me reprendre là où on en était. Voilà, donc cette petite vidéo vous permettait d'illustrer ce que Jules expliquait de l'échange au champ. Voilà. C'est ça. Donc, qui est vraiment un premier niveau de restitution avant les bilans de campagne où vraiment les données sont agrégées, qui permet d'avoir une analyse encore plus développée sur l'ensemble vraiment de la commune, qui permet encore de nourrir d'autres niveaux d'échange. Donc, rapidement, en termes d'outils de collecte, c'est comme je disais tantôt, voilà, nous sommes passés sur un outil libre d'accès qui est Kobo Collect. Donc, sur lequel on aborde nos questionnaires en moré français, voilà, lequel on collecte. Et oui, Jules? Oui, sur lequel on collecte. Ah, pardon. Hop, voilà.
Et aussi, pour les analyses, ce que nous faisons, nous utilisons, c'est vraiment manuel, nous utilisons le tableur Excel pour faire les analyses de données et notamment les différents types d'analyses qui sont faites. Donc déjà, à un premier niveau, lorsqu'on extrait les données de Kobo, c'est vraiment des données brutes où il faut encore retravailler. Voilà, une fois que c'est retravaillé, les analyses que nous menons, c'est vraiment à la fois, on retrouve les données sur les superficies, sur les quantités de semences utilisées, sur les rendements, voilà. Et on procède vraiment à l'analyse de graphiques qui, autour de 15 graphiques hein, que nous générons. Et sur ces 15-là, ce n'est pas le tout qui est restitué, mais on essaie de voir les plus pertinents, les plus parlants en fonction des problématiques du moment qu'on pourrait vraiment échanger avec les producteurs vraiment lors des bilans de campagne. Voilà. Et j'aimerais peut-être dire un mot hein, que en fait, l'usage de Kobo et Excel n'est pas forcément indispensable. Donc, je pense que vraiment l'essentiel, c'est vraiment le premier niveau que vraiment les producteurs arrivent vraiment à échanger entre eux et à tirer vraiment des leçons. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un élément capital que nous essayons vraiment à partir de cette année-là, essayer de l'intégrer dans notre dispositif de restitution à la base des données de campagne. Voilà. Donc, maintenant, pour ce qui est des bilans de campagne proprement dit, en termes de valorisation, il faut noter qu'il y a plusieurs phases. Donc, la phase de préparation, voilà, comme je le disais tantôt, c'est vraiment tout ce qui concerne le traitement des données, notamment les données manquantes, incohérentes, les données voilà, qui comportent des biais, voilà, comment on peut les corriger déjà. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, le deuxième niveau, ça va être vraiment au niveau de l'analyse. Donc, on essaie avec les premières analyses faites, on essaie d'échanger avec les conseillers, voilà, pour voir un peu, voilà, est-ce qu'il n'y a pas de biais ici, est-ce que ces éléments sont propices pour les échanges à la base, oui ou non, voilà. Et une fois que ça c'est corrigé, voilà, on essaie d'organiser une rencontre de préparation avec les conseillers, voilà, pour voir un peu en fonction de la problématique de l'OP, en fonction de ce qu'on constate sur le terrain et en fonction aussi des résultats que nous avons, voilà, quelles sont les données qui sont les plus pertinentes à valoriser et à échanger avec les producteurs. Donc, ce qui peut être pertinent pour une OPA n'est pas forcément pertinent pour une OP. Donc, ensemble, on essaie de voir et le conseil essaie de voir parmi ces graphiques ou ces résultats-là, quels sont les résultats qui sont les plus intéressants à pouvoir échanger, à nourrir les échanges à la base avec les producteurs. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, le conseil à son tour également, voilà, prépare sur des papiers CRAF, voilà, l'animation de ces bilans de campagne-là. Donc, une fois que les supports sont élaborés, le programme il est établi, voilà, ils sortent ensemble maintenant et vraiment, voilà, le PR accompagné de son conseiller, voilà, facilite les échanges sur vraiment les résultats de campagne. Et dans la phase pratique ou dans la phase animation des bilans de campagne, il faut noter qu'il y a plusieurs modalités. Donc, on essaie vraiment depuis 2024 que les restitutions se font beaucoup plus à la base, plus proche du producteur. Donc, comparativement aux années antérieures où c'était beaucoup plus une analyse un peu globale, ici, on essaie vraiment d'avoir des résultats vraiment par localité où les producteurs de cette localité arrivent à échanger entre eux ou des localités voisines arrivent à échanger entre eux pour voir un peu quels sont les éléments d'amélioration, quelles sont les leçons qu'ils peuvent tirer pour pouvoir vraiment aller de l'avant et améliorer aussi voilà, leur exploitation. Donc, on utilise aussi vraiment beaucoup des supports visuels. Donc, comme vous pouvez voir aussi les différentes photos, on essaie de faire vraiment les graphes sur le papier craft au maximum et vraiment écrire en moré dans la langue du producteur dans lequel il se retrouve. Donc, il faut dire que le choix des graphiques, c'est pour permettre aussi au public qui est non alphabétisé de pouvoir se regrouper et de pouvoir aussi interagir dans les échanges. Parce que lorsqu'on est seulement sur de l'écrit, voilà, ceux qui ne sont pas alphabétisés n'arrivent pas à interagir. Mais avec les graphes, on s'est rendu compte que les producteurs arrivent aussi à se prononcer, arrivent à faire des comparaisons avec l'accompagnement du conseiller et des questions également qui sont posées. Voilà. Donc, quels sont les types de données qu'on restitue? Donc, c'est comme Amandine le disait. Voilà. Donc, les deux vont de pair, notamment les données techniques et les données économiques.
Pour ce qui est des données techniques, c'est à la fois des données sur la production, les superficies emblavées, les rendements, les différents types de semences, les quantités d'engrais ou de compost utilisés en fonction des références agronomiques ou en fonction des références de l'année précédente ou de la localité. Voilà, on essaie de vraiment mettre ces différents indicateurs-là, voilà, sur la base des échanges avec les producteurs, afin qu'ils puissent tirer des leçons. Dans les slides à venir, on pourra vous présenter des exemples sur ça. Donc sur l'économique également, c'est vraiment des questions sur les différents postes de charge, notamment en termes d'intrants, semences, engrais, et également les marges brutes, également les prix de vente qu'on essaie de voir pour permettre aux producteurs également d'échanger et de voir un peu, voilà, quelles sont les pratiques ou quelles sont les actions qu'ils peuvent développer pour réduire ou pour augmenter peut-être leurs revenus ou voilà, pour avoir des marges brutes assez intéressantes. Voilà, donc on essaie aussi de comparer d'une année à l'autre les tendances. Voilà, donc par rapport à 2024 et à 2025, comment les choses ont évolué, est-ce qu'elles ont évolué positivement ou négativement? Sinon, voilà, quelles sont les actions à entreprendre pour pouvoir aller aussi de l'avant. Donc, par exemple, pour illustrer mes propos, ça c'est un peu les résultats des bilans de campagne menés à Ziga. Donc notamment dans 2 villages, donc Ziga Centre et dans un village qu'on appelle Nangango. Donc quand on regarde, voilà, les échanges ont porté principalement sur les questions de rendement. Et on constate, avec la flèche en rouge, que le village de Nangango a eu le rendement le plus faible. Et on a voulu essayer de comprendre, bon, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça. On a essayé d'évoluer facteur par facteur. Et lorsqu'on a essayé de regarder au niveau de la sémence, voilà, les producteurs se sont rendus compte qu'au niveau du village de Nangongo, ils utilisent uniquement que de la sémence locale et non de la sémence améliorée. Donc du coup, bon, ils ont tiré, selon les propos, voilà, nous voyons, je vous fais la lecture, nous voyons que le village de Nangongo n'a pas eu de bon rendement. Voilà. Donc le graphique montre qu'ils utilisent la sémence locale. Et également, ils utilisent beaucoup de fumier, disons du compost non mûr. Et également, voilà, on a remarqué que ces producteurs-là ne participaient pas également au dispositif d'approvisionnement. Donc du coup, ils n'avaient pas accès à la sémence de qualité. Donc, en termes de leçons tirées, je pense que cette problématique-là les a amenés déjà à voir comment l'OP pouvait les accompagner, à avoir de la sémence améliorée et comment on pouvait les accompagner techniquement également à pouvoir avoir du compost mûr, donc notamment comment on pouvait apprendre à faire le compostage en tas. Voilà. Et ils ont également vu, par exemple, que le village de Koura, par contre, eux, par exemple, ils ont le meilleur rendement parce que là-bas, beaucoup utilisent la sémence améliorée. Donc la sémence améliorée, c'est celui de la couleur verte et la sémence locale est celui de la couleur violette ou bleue. Voilà. Donc, ils ont vu que voilà, ce qui pourrait expliquer le fait que le village de Koura ait eu des meilleurs rendements, c'est parce que à 100%, ces producteurs-là utilisent la sémence améliorée. Donc, et pour ce cas spécifique de Ziga, je pense qu'à la fin de ces bilans de campagne-là, ce qui était vraiment recommandé, demandé par les producteurs, c'est comment l'OP pouvait les accompagner à avoir de la sémence améliorée. Et bon, sur le marché, il y avait vraiment une contrainte parce qu'on ne trouvait pas de la sémence améliorée dans la zone vu le contexte sécuritaire. Donc du coup, ils ont acheté la sémence de base et ils ont produit le R2 avec l'accompagnement du conseiller. Donc cette sémence R2 qui a été produite, voilà, va être revendue cette année vraiment à prix social. Voilà, pour permettre aussi au maximum de producteurs d'avoir de la sémence améliorée. Et sur cette base-là, encore en fonction des résultats de cette campagne, on pourra encore peut-être revenir là-dessus pour voir est-ce que voilà, il y a des problématiques qui ont été résolues. Un deuxième cas, c'est celui de Pabré. Donc Pabré, comparativement, eux, ils ont des rendements qui sont assez intéressants, mais comparativement à l'année précédente, on se rend compte que les rendements ont baissé. Et surtout quand on rentre toujours dans le même facteur, notamment au niveau de la sémence, ils ont fait le constat que pratiquement tous les productrices là-bas utilisent la sémence améliorée. Mais comment se fait-il que, voilà, comparativement à l'année dernière, voilà, les rendements ont connu une baisse? Et à ce niveau-là, ils ont constaté qu'en fait, les semences que la plupart ont utilisées n'étaient pas des semences de bonne qualité parce que c'était de la semence que l'État a remis dans le cadre de ses subventions. Bon, et beaucoup n'ont pas voulu peut-être dépenser et certains l'ont utilisé, tandis que d'autres ont préféré utiliser la sémence de l'année dernière, la sémence améliorée qu'ils ont utilisée l'année dernière dans la production de cette campagne-là. Et parce qu'il faut aussi que je précise qu'il faut noter que depuis l'année dernière, on a confronté une problématique, notamment des
disponibilité de la sémence améliorée de Comcalé. Parce que l'OPD Pabré s'approvisionnait auprès de Pisla, mais vu le contexte sécuritaire avec Pisla qui n'arrivait, les producteurs sémenciers n'arrivent plus à produire de la sémence, donc du coup il y a rupture à leur niveau. Donc ils étaient obligés pour la campagne précédente de vraiment puiser vraiment dans les réserves, dans les productions, la semence de Comcalé pour pouvoir utiliser. Et d'autres ont pris la semence subventionnée par l'État. Donc à ce niveau-là, les principaux constats qui ont été faits, c'est que la semence était de mauvaise qualité. Aussi, il y avait une mauvaise répartition des pluies et puis la campagne a démarré très tardivement. Et du coup, ils ont pris comme décision d'aller vers d'autres fournisseurs, notamment Agri Sahel, qui est un fournisseur d'intrants au niveau de la localité pour avoir la semence de bonne qualité. Donc, les bilans de campagne, concrètement, comment ça se passe? Donc, la restitution des données vraiment des producteurs se fait, comme je disais tantôt, au niveau de la base, où les données collectées sont restituées, vraiment dans un esprit de redevabilité, pour permettre aux producteurs de pouvoir échanger et de prendre des décisions avec les différents exemples que je vous ai présentés précédemment. Aussi, au niveau, pour les conseillers, c'est vraiment un moment pour pouvoir aussi avoir des orientations, pour mieux accompagner vraiment l'OP dans le pilotage de ces services, parce qu'il y a d'autres indicateurs qui sont collectés, qui permettent également de nourrir les échanges au niveau de chaque service, que ce soit au niveau de l'APRO, que ce soit au niveau du conseil agricole, qui permet aussi au conseil d'avoir une vue d'ensemble pour pouvoir mieux orienter son accompagnement. Et également de pouvoir aussi peut-être voir quels sont les nouveaux besoins ou les nouvelles tendances qui se dégagent via vraiment le réseau des producteurs relais. Donc, ce que nous, on a noté vraiment des points forts de ces bilans de campagne-là. D'abord, c'est que c'est vraiment, disons, un exercice qui est vraiment copiloté avec les producteurs. Parce que le producteur, il est associé depuis le départ, jusqu'à la fin, jusqu'à la restitution, donc via vraiment l'accompagnement des producteurs relais. Et aussi, on sent que c'est un moment où ça renforce vraiment le lien entre le producteur à la base et les élus de l'OP. Voici un peu les propos d'un producteur qui disait maintenant on sait à quoi ça sert vraiment nos données. Parce qu'à chaque fois quand on venait collecter les données, d'autres se posaient des questions. Est-ce qu'ils vont nous donner, je sais pas, du matériel? Est-ce qu'ils vont nous donner des cadeaux? Pourquoi vous collectez les données? Mais lorsqu'on fait la restitution vraiment à la base et que le producteur voit ça, il se rend compte, une prise de conscience pour voir à quoi ça sert vraiment ces données. Et beaucoup vraiment arrivent à tirer des leçons et aller de l'avant et à prendre des décisions. Donc aussi, ce que nous tirons, c'est que les données sont de meilleure qualité lorsqu'elles sont vraiment dans un volume limité. Donc, plus on collecte, vraiment c'est intéressant, mais il y a beaucoup de biais, beaucoup de données incohérentes qui forcent carrément vraiment l'analyse des données et qui, par conséquent, si ça force l'analyse des données, ça va impacter aussi sur les prises de décision des producteurs. Donc, nous, on a décidé vraiment de passer de 1000 et quelques à autour de 100 producteurs par OP. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes autour de 600 producteurs et nous essayons même de travailler pour voir comment on peut réduire à la baisse aussi cet effectif-là, sans remettre en cause également les résultats. Donc, aussi, il y a un gain de temps via vraiment les outils libres d'accès, comme on l'a montré. Une fois que les données sont saisies, donc à la fin, le responsable agro peut déjà extraire ces données-là et pouvoir procéder vraiment aux analyses dans un délai raisonnable. Et cela aussi permet, en termes de points forts également, permet aux conseillers également et aux élus de dégager vraiment des perspectives. Parce que aussi les bilans de campagne, c'est vraiment un cadre aussi où on permet de prendre des décisions pour nous, le plan d'action en cours ou le plan d'action à venir, sur la base des résultats qui sont présentés et des propos des producteurs lors des différents échanges. Donc vraiment ça, c'est les points forts de ces bilans de campagne-là. Maintenant, comme on le dit, il y a des impairs. Et en termes d'impairs, il faut noter simplement qu'on a des contraintes. Donc, premièrement, les contraintes, c'est le nombre de graphes. Donc, plus l'analyse, plus il y a beaucoup de graphiques, on ne sait pas lequel il faut restituer. Donc, on essaie de voir quel est le maximum de données possibles qu'on peut restituer sans pour autant alourdir aussi le travail. Donc, c'est d'arriver vraiment à aller à l'essentiel, qui permet vraiment aux producteurs d'échanger, de prendre des décisions du moment. On ne peut pas tout faire à la fois. Donc, c'est vraiment de prioriser vraiment les analyses. Aussi, il y a l'alphabétisme de certains producteurs
qui permet d'analyser certaines données et qui peut fausser aussi également sur la qualité des données. Voilà, mais pour ça, bon, on essaie aussi, comme je disais tantôt, et même dans les échanges, de maximiser aussi sur les graphes pour les permettre également de changer, de trouver d'autres techniques pour les permettre d'enregistrer les données. Donc, en termes de points d'amélioration, je pense qu'il faut travailler premièrement, comme je le disais tantôt, à réduire vraiment le nombre de références, sans pour autant remettre vraiment en cause vraiment la représentativité. Donc, je pense que nous, on est en train de voir comment on peut passer de 600 producteurs de référence à 300 producteurs de référence, toujours pour pouvoir avoir quelque chose d'assez fiable. Et cela va nous permettre vraiment de gagner en temps, de gagner en qualité, et de pouvoir mieux accompagner le producteur. Sans oublier aussi vraiment le premier niveau de restitution avec le producteur à la base. Donc, arriver aussi, comme je le disais tantôt, arriver aussi à trouver vraiment les graphes les plus pertinents. On ne peut pas tout restituer, c'est d'aller vraiment sur les graphes ou du moins les résultats technico-économiques les plus pertinents qui parlent au producteur, qui permettent au producteur de réagir et de prendre des décisions. Et enfin aussi, c'est toujours aussi en termes d'amélioration, comme je le disais, comment vraiment accompagner vraiment les producteurs à la base à améliorer aussi l'enregistrement de ces données technico-économiques, parce que c'est ça, avoir des données technico-économiques de qualité permet encore de mieux nourrir les échanges et d'avoir des résultats assez fiables. Et aussi, toujours impliquer les PR dans le dispositif de collecte. Donc, on n'a pas pu le faire cette année parce qu'on attendait vraiment d'avoir vraiment, disons, le bon format, le bon nombre, de voir quand le nombre il est assez acceptable, de voir comment on pouvait peut-être aller à un niveau plus avancé. Que la collecte de données se fasse directement aussi par les PR via les smartphones. Et aussi, je pense qu'on a décidé aussi systématiquement, cette année, lorsqu'on sent qu'il y a des données qui comportent des biais, qu'il y a des données incomplètes, qu'il y a des données incohérentes, c'est de procéder systématiquement à la suppression de ces données-là dans la base de données, afin de ne pas fausser les analyses, quitte de vouloir coûte que coûte maintenir ces données qui va impacter vraiment négativement l'analyse à la fin. Donc, il faut noter que la base de données, c'est vraiment un outil de pilotage, de renforcement vraiment des services de l'OP. Donc, je pense que c'est de travailler vraiment à ça. Donc, en termes de recommandations rapidement, c'est de travailler toujours à impliquer les producteurs vraiment dans tout le processus de la collecte de données. Tenir en amont, comme je le disais tantôt, vraiment les échanges sur les données technico-économiques à la base, où les producteurs, deux ou trois producteurs présentent les résultats avec d'autres producteurs qui échangent. Parce que la finalité, c'est pas, comme Andrew me disait, avoir des données, nous, techniciens, pour notre reporting, pour le suivi, mais c'est que vraiment ces données-là puissent servir vraiment aux producteurs à la base. Et ce premier niveau de restitution permet déjà de gagner en temps, permet également de pouvoir corriger des éventuelles données incohérentes et permet également aux producteurs déjà d'avoir accès vraiment à ces données et de pouvoir aussi interagir avec les autres et prendre des décisions. Donc, c'est aussi travailler également à simplifier au maximum les outils. Donc, arriver vraiment à faire simple et de ne pas complexifier vraiment les outils. Un ou deux outils maximum, je pense que ça peut faire l'affaire. Donc, utiliser si c'est disponible aussi vraiment les outils qui n'engendrent pas de coûts et de valoriser au maximum les données. Donc, ça ne sert absolument à rien de collecter des données s'ils ne vont pas être valorisés sur le terrain. Donc, c'est vraiment aller à l'essentiel. Donc, quel type de données qu'on collecte et on est sûr que ces données pourront être utilisées sur le terrain vraiment pour plus d'efficacité. Et je pense que c'est de travailler réellement à ce que vraiment qu'il y ait vraiment des restitutions à la base, au plus proche des producteurs, que plutôt des restitutions plutôt globaux, car cela vraiment permet aux producteurs vraiment de connaître et de donner son avis sur ces données. Donc je pense que ça, ce sont les principales recommandations qu'on peut faire sur l'expérience du Burkina. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup, Jules. Tu es passionné par ton sujet. On voit il y a beaucoup d'intérêt, en tout cas, de tout le monde par rapport à ta présentation. Il y a plusieurs questions qui sont déjà dans le chat. Alors, on va en prendre quelques-unes, puisque du coup, on a déjà bien avancé sur le temps de notre webinaire et j'aimerais qu'on puisse aussi avoir le temps de bien écouter Arnaud tout à l'heure. Donc, il y avait une première question de Ida sur la part des agriculteurs accompagnés dans l'enregistrement et la restitution. Donc, bon, je pense que tu l'as un petit peu dit, mais
Si tu peux redire, ouais, globalement, ça représente donc 600 agriculteurs sur combien accompagnés en tout? 600 enregistrements? Ok, donc il faut noter qu'au Burkina, nous avons, disons, deux volets, deux filières. Il y a la filière Niébé, la filière maraîchage. Donc, par exemple, pour la filière Niébé, dont l'exemple est partagé, les 600 producteurs, disons que nous avons autour de 1700 et quelques producteurs. Donc, disons qu'on est autour de, disons, 45, voire même 50% des producteurs. Ouais. Alors ensuite, il y avait une question de Ange, mais je pense que tu y as répondu parce que tu donnais un premier exemple sur comment les données étaient utilisées, donc avec le cas des engrais de synthèse, et demandait si vous aviez d'autres exemples. Donc je pense qu'après, tu as parlé de la question des semences aussi. Donc voilà, je pense que ça, c'était assez... enfin, sauf si Ange, tu as plus de précision, mais je pense que la réponse a été apportée. On a une question de Hans aussi à Madagascar qui demande la question de la confidentialité des informations. Est-ce que les agriculteurs, les producteurs ont des difficultés à partager leurs informations économiques avec leurs pairs ou avec les PR? Parce qu'à Madagascar, c'est une vraie problématique et les agriculteurs se méfient et du coup, ça affecte la qualité des données collectées. Merci. Ok, d'accord, merci. Donc, c'est une question très pertinente. Je pense que c'est une question à laquelle aussi on a réfléchi et on a même échangé aussi avec les PR et les élus des OP lors des phases de préparation des bilans de campagne. Donc, effectivement, on a senti que c'était, bon, ça pourrait mettre mal à l'aise les producteurs, notamment les données sur les aspects de revenus, de marge que le producteur gagne. Voilà, parce que certains ne sont pas partants pour qu'on connaisse un peu les... Voilà. Mais par contre, pour d'autres OP aussi, ça ne pose pas de problème. Donc, on s'est convenu qu'on allait uniquement présenter beaucoup plus lorsque ce sont des échanges des résultats des producteurs. Vraiment sur le terrain, c'est uniquement les données, disons, de technique, aussi économique, mais sans mettre le nom du producteur. Voilà, on ne précise pas le nom du producteur, on dit, bon, voilà, le tel producteur, peut-être a fait le meilleur rendement, c'est le meilleur producteur, bon, voici ses résultats, sans mettre de nom. Voilà, donc juste une référence comme ça. Mais c'est nous à l'interne, on sait. Et ensuite, maintenant, on a dit aux conseillers, si les producteurs de manière individuelle veulent avoir de façon détaillée les propres données à eux, voilà, ils peuvent passer au niveau du producteur. Et là, la confidentialité, c'est entre le conseiller et le producteur. Voilà, il peut parcourir ces données. Ida avait une autre question en complément tout à l'heure. Quels sont les critères pour choisir les agriculteurs qui vont être suivis? Ok. Bon, déjà, on parle d'abord sur la base d'un engagement, du volontariat. Donc, voilà, le producteur s'engage à enregistrer ces données de façon volontaire. Et généralement, on demande à ce que ça soit vraiment sur une longue période. Et aussi ceux qui arrivent vraiment à écrire, donc on priorise vraiment ceux qui arrivent à noter. À défaut de ça, même si tu n'arrives pas à noter, que les gens ont de bonnes mémoires. Il y a des producteurs qui ont de très bonnes mémoires qui peuvent te refaire le point de ce qu'il a enregistré. Il y a d'autres également qui font recours à leurs enfants ou à quelqu'un d'alphabétisé ou de lettré pour enregistrer ces données-là. Donc, je pense qu'essentiellement, c'est vraiment ces producteurs-là. Donc, on laisse vraiment libre choix à ceux qui s'engagent. Donc, ceux qui s'engagent, quand on arrive, on voit déjà que les données sont disponibles. Donc, voilà, on collecte la donnée sans pour autant imposer vraiment que c'est tel producteur ou tel producteur. Et du coup, sur la même genre de question, Cédric demande, est-ce que les données collectées sont collectées à l'échelle de l'exploitation du producteur ou sur un site ou une parcelle de démonstration? Non, c'est collecté à l'échelle du producteur et de son exploitation, mais sur spéculation. Ok. Ou des spéculations. Alors, ensuite, une question de Christophe. Les analyses sont faites en regroupant et comparant les données par zone géographique. C'est utile, mais je pense qu'il serait aussi utile de choisir une entrée pratique agricole. Par exemple, les résultats des producteurs qui utilisent les bonnes semences versus ceux qui ne les utilisent pas. Ou alors prendre comme entrée le niveau de résultat. Par exemple, les 25% les meilleurs versus les autres. Qu'en pensez-vous? Est-ce que... Ouais, c'est bon?
Oui, c'est bon, je pense que c'est une bonne recommandation. On pourrait aussi le prendre en compte. Ouais. Ok. Quels sont les outils et méthodes utilisés, donc question pardon, de AK en Côte d'Ivoire, quels sont les outils et méthodes utilisés pour transformer les données technico-économiques en recommandations opérationnelles pour les conseillers? Ok, les méthodes utilisées. Bon, je n'ai pas bien compris, mais je fais l'hypothèse que ça doit être peut-être les analyses, hein, les graphes. Oui. Voilà. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est le travail d'analyse, les discussions qu'il y a au cours des réunions de bilan de campagne, et c'est finalement un travail un peu, enfin, c'est le travail d'analyse du technicien, du conseiller avec son coordo, quoi, hein. Moi, je pense qu'il n'y a pas un outil miracle qui va transformer des données en recommandations. C'est l'intelligence, voilà, le travail de réflexion, d'analyse qui va amener à ça. Enfin, une dernière question de Sylvia. Est-ce que les producteurs arrivent bien à comprendre les graphiques? Oui, donc je pense que pour l'expérience qu'on a fait depuis 2 ans, en tout cas, je pense que c'était une bonne stratégie on a adoptée parce que, comme je disais tantôt, pour les personnes non alphabétisées, avant, on voit juste des chiffres. C'est dans les explications qu'ils arrivent à interagir. Mais lorsqu'on voit peut-être des graphes ou un diagramme abandonné ou un diagramme circulaire où on voit les volumes, voilà, ils arrivent à interagir, ils vont comprendre, ah, un tel a eu plus. Si c'est grand, ça veut dire que c'est plus. Si c'est bas, ça veut dire que c'est moins. Donc, on sent que vraiment, pour ceux qui n'arrivaient pas vraiment à participer, arrivent vraiment à s'exprimer. On a recueilli même des témoignages des producteurs qui ont apprécié, voilà, cette méthode de faire et cette manière de restituer les données. Très bien. Merci beaucoup, Jules, pour ce partage d'expérience. Alors, on va continuer notre échange avec l'intervention, cette fois-ci, de Arnaud en Côte d'Ivoire. Arnaud, est-ce que tu es bien avec nous? Oui, je Est-ce suis que là. tu nous entends? Super. Bonjour Arnaud. Alors, je vais être un peu direct. Voilà, on se donne à peu près 15 minutes de témoignage pour avoir après un temps de questions 5 minutes. Et puis pouvoir ensuite conclure sur ce webinaire. Ça marche? Oui, ça va. Ok, c'est parti. Ok, merci à tous. Bonjour. Je vais vous présenter l'usage des données technico-économiques pour améliorer le conseil sur le terrain. Donc, pour ce faire, ça va se faire comme présenté. On va passer par la présentation de l'UMAC. Et concrètement, on va vous présenter 3 exemples concrets qui nous permettent d'utiliser ces données technico-économiques dans le conseil agricole. OK. Il faut dire qu'au niveau de Boaké, nous accompagnons l'Union régionale des maraîchers, qui est une organisation créée depuis 2015, constituée de 11 membres à sa création. Et aujourd'hui, en 2025, on était à 19 OP. Voilà, c'est une organisation qui est beaucoup appréciée par les producteurs. Et chaque année, nous avons des adhérents qui viennent frapper à la porte. Donc, jusqu'en 2025, on était à 426 producteurs. On espère qu'en 2026, on ira au-delà de ça. Donc, les productions qui sont faites ici, c'est très spéculation, particulièrement le maraîchage, il faut le souligner. Et annuellement, nous avons une production autour de 2000 tonnes. OK, concernant les données technico-économiques, il faut dire qu'ici, nous avons 3 niveaux de collecte et d'analyse des données. D'abord, les données sont récoltées et sont collectées à la base, aussi bien par les PR, les DC, les conseillers. Également, à notre niveau, en tant que technicien, nous avons également besoin de ces données pour pouvoir faire des analyses et pour mieux orienter notre conseil. Et au niveau union également, ces données sont exploitées pour pouvoir s'orienter dans le plan d'action annuel à mener. Donc, concrètement, sur le terrain, comment ces collectes, ces enregistrements sont effectués. Et nous avons, comme je l'ai dit, des producteurs relais
qui sont dans chaque topé, en l'occurrence 2 producteurs relais, un délégué commercialisation et le conseiller de la zone. Donc, nous avons mis en place à travers l'observation des producteurs, bien sûr, on a développé et mis en place des fiches de collecte des données techniques et économiques et adaptées aux producteurs qu'ils arrivent à remplir en fonction de leur niveau voilà, de culture. Voilà. Il y a des producteurs qui sont analphabètes. Donc, comme au Burkina, nos producteurs, ce n'est pas eux tous qui sont forcément en mesure de collecter les données. Mais dans ce cas, on les aide à travers les producteurs et les conseillers. Bien sûr, pour les producteurs qui aimeraient bien récolter les données pour les analyser. OK. Donc, il faut dire que les enregistrements sont effectués à la base par les DC et les producteurs relais et bien sûr également par les producteurs désireux de savoir comment est-ce que leur exploitation se comporte. Est-ce que ma production que je fais, est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est pas rentable, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que je n'ai pas fait de bien, est-ce que la variété que j'ai choisie, c'est une bonne variété, est-ce que la pratique que je mène, c'est une pratique qui n'est pas trop dépensière, est-ce que les ravageurs, les produits que j'utilise contre les ravageurs, est-ce que c'est des bons produits? Donc, du coup, ces données permettent aux producteurs à la base d'analyser leur exploitation et de pouvoir prendre des décisions pour le cycle prochain. Et il faut dire qu'à notre niveau, les analyses se font par production. Au niveau de la base, ces analyses sont faites au niveau du cycle de production. Et en fin d'année, on fait également un bilan de campagne au niveau OP. Donc là, vous avez des illustrations de restitution au niveau des rencontres à la base. Lors des réunions d'OP, on profite de ces occasions-là pour faire des restitutions. Parce qu'il faut dire souvent que les producteurs, pour les regrouper et permettre ces genres d'échanges, c'est souvent difficile. Donc, on n'hésite pas à demander aux leaders à la base et aux DC de profiter de ces occasions-là pour pouvoir faire des restitutions de données et pouvoir échanger et pour améliorer leurs pratiques à la base afin de pouvoir rentabiliser mieux leur exploitation. Donc, vous avez ici, voilà, ce sont des fiches qu'on utilise pour pouvoir collecter les données et les analyser, aussi bien au niveau du producteur qu'au niveau des conseillers. Voilà, ça permet à la fin de savoir est-ce que la semence que j'ai utilisée, est-ce que c'est une bonne semence? Est-ce que les pratiques que je mène, est-ce que ce sont des pratiques qui permettent de réduire mes charges? Est-ce que, voilà, la spéculation que j'ai produite à telle période, est-ce que c'est une spéculation qui est prisée sur le marché? Est-ce que c'est une spéculation qui est assez rentable sur le marché? Donc, ces fiches nous permettent à la fin de tirer des leçons et ça permet aux producteurs à la base de se positionner sur le choix de la spéculation en fonction de la période ou du moment pour la production. OK. Quel est l'objectif de ces collectes de données? Comme je le disais, ça sert principalement aux producteurs, voilà, de faire son meilleur choix sur une spéculation donnée et également ça permet à l'OP et à l'Union d'avoir des références qui leur permettent de se positionner sur le choix des spéculations. Voilà. Donc, vous avez ici la collecte de données, comme je le disais tantôt, qui est fait à la base par les producteurs relais et également par les producteurs intéressés par ces données. Le conseil également les accompagne à ce que ces données soient bien renseignées afin qu'on puisse avoir des données exploitables et analysables sur le terrain. Voilà. Et les fréquences de récolte de ces données-là,
Il faut dire qu'ici, comme nous sommes sur le maraîchage, c'est une activité qui est menée toute l'année, 12 mois sur 12. Donc, ce qui fait que à chaque fois que nous allons sur le terrain, s'il y a occasion, nous récoltons ces données-là avec les producteurs relais et avec les producteurs qui ne sont pas forcément des DC pour faire des analyses après. Et comment ça se fait? Ça se fait à 3 niveaux, comme je l'ai dit. Il y a les fiches qui nous permettent d'enregistrer ces données à la base. Et au niveau du conseiller, il y a une base de données Excel qui permet d'entrer ces données et de les synthétiser afin de pouvoir faire des analyses graphiques et de les présenter lors des bilans de campagne ou lors des rencontres PR au niveau de la base. Pour qui est-ce que ces données-là sont collectées? C'est beaucoup plus pour les paysans. D'abord pour les paysans, on le répète, c'est d'abord pour les paysans qu'on collecte ces données pour pouvoir guider ses choix en fonction des résultats qu'il aura obtenus. Également, au niveau du conseiller, ces données sont importantes parce que ça nous permet d'orienter le conseil à la base. Et également, au niveau de l'union, ça nous permet de savoir quels sont nos potentiels, quelles sont les évolutions au cours du temps en termes de rendement, en termes de pratique, voilà, en termes de volume de vente. Tout ça, ce sont des informations qui nous permettent de mieux nous orienter pour rebondir. OK. Nous avons ici une analyse de données de 3 producteurs au niveau de l'UMAC sur la tomate. Donc ici, ces données permettent de comparer aussi bien les charges et les produits au niveau de ces 3 producteurs. Il faut bien noter que ces analyses sont faites de manière anonyme et c'est présenté et la restitution est faite de manière anonyme. Voilà. Donc, vous savez que l'argent, les producteurs généralement n'aiment pas trop qu'on affiche leurs revenus, en tout cas entre eux. Mais il y a cette confiance qui est née entre les conseillers et les producteurs qui permettent à certains de nous donner l'occasion de faire ces restitutions à la base, mais bien sûr anonyme. Donc, ces données, comme je le disais tantôt, permettent de voir le producteur qui a pu créer l'équilibre entre ses charges et ses produits. Voilà. Donc, nous avons ici les producteurs qui n'arrivent pas à payer normalement les produits phyto nécessaires pour l'entretien des cultures, qui n'arrivent pas à alimenter correctement les plantes pour pouvoir avoir le rendement maximal. Donc, du coup, ça les amène à pouvoir faire des analyses derrière pour savoir comment est-ce que je dois équilibrer mon itinéraire technique pour pouvoir avoir le potentiel qu'il faut au niveau de ma rentabilité. Également, nous avons des données qui sont récoltées à la base et restituées à la base par les producteurs qui permettent de comparer des spéculations en fonction des saisons. Voilà. Et comme je le disais tantôt, ici, nous produisons 12 mois sur 12 et nous avons jusqu'à 13 spéculations qui sont produites. Du coup, ça amène les producteurs à savoir à quelle période je dois faire ma tomate, quelle est la période propice pour faire l'aubergine, pouvoir mieux vendre. Donc, ces données sont récoltées, sont analysées et sont restituées à la base pour leur permettre de voir réellement quelle est la saison la plus propice pour faire X spéculation ou Y spéculation. Donc, ces analyses sont vraiment intéressantes pour les producteurs afin de pouvoir faire un choix de sa production au niveau de la base. Voilà, également ici, comme je le disais tantôt, on analyse aussi bien les données entre producteurs, on analyse des données inter-spéculation pour savoir laquelle des spéculations permet de mieux rentabiliser à un moment, soit en saison sèche, soit en saison pluvieuse. Nous, on a divisé nos saisons en deux, la saison pluvieuse et la saison sèche.
Donc, actuellement, au niveau de l'UMAG à la base, les producteurs savent en saison pluvieuse quelles sont les spéculations qui sont les mieux rentables en saison des pluies. Et également, à travers ces données, ils savent quelles sont les spéculations qui sont les mieux rentables en saison sèche. Et voilà, ces données également nous permettent de créer, en fonction de la pertinence des données, comme l'a dit Jules, ce n'est pas toutes les données qui sont forcément, qui reflètent forcément la réalité. Et souvent, c'est dû au fait que ces données sont mal enregistrées à la base et qui ne sont souvent pas cohérentes avec la réalité. Mais quand même, ça nous permet de faire des tris, voilà, des tris des données pour pouvoir faire des analyses et faire une référence qui est proposée au producteur à la base. Donc, actuellement, au niveau de l'UMAG, nous avons cette référence. Actuellement, on n'a pas encore couvert toutes les spéculations que nous produisons. Ici, nous avons quelques produits qui sont référencés et qui permettent aux producteurs de savoir quelles sont les charges liées à telle culture en fonction de la superficie et également quels sont les produits qui peuvent sortir de cette production et la marge de production potentielle de cette spéculation. Donc, il faut dire que ces données sont très, 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 très utiles, aussi bien pour le producteur, pour les conseillers et pour l'UMAG, pour pouvoir orienter le conseil au niveau de la base. OK. Comment est-ce que les restitutions sont faites au niveau des OP? Et il faut dire qu'ici, nous profitons vraiment des occasions, des rencontres à la base, des réunions d'OP pour faire ces bilans. D'abord, ces bilans sont faits au niveau du PR, qui est beaucoup utile à cet effet, parce qu'il arrive vraiment à mieux faire ressortir ce que les producteurs attendent de ces restitutions-là. Voilà, vu qu'il est dans son milieu, il arrive vraiment à faire ressortir les points focaux, en tout cas les points essentiels lors de des rencontres de restitution. Donc, ces restitutions, comme je le disais, sont faites à la base, sont faites au niveau des rencontres PR et également, on a les bilans de campagne qu'on fait chaque année au niveau des OP. Ouais, on va avancer sur ce point service commercialisation. Oui, pour le service commercialisation aussi, il y a les outils qui ont été mis en place par Blibali qui permettent de faire la collecte des données et des analyses après. Donc, je pourrais, voilà, ça, ce sont des outils qui ont été développés par le responsable commercialisation et qui permettent aux délégués commercialisation à la base de renseigner toutes les informations nécessaires afin de pouvoir faire des analyses après. Les quantités et produits, les quantités vendues, le marché sur lesquels le produit a été vendu, les prix de vente, la période de vente, derrière pour pouvoir faire des analyses et tirer des conclusions pour savoir quel est le marché vraiment qui est le plus porteur et quelles sont les spéculations qui sont les plus demandées par les acheteurs. Donc, on utilise, comme je le disais tantôt, aussi bien des outils papier pour la collecte et on utilise également Excel pour pouvoir faire cette synthèse et ces analyses-là et la restitution après. Voilà. Donc, grâce à ces données, au niveau de l'UMAG, on arrive à savoir quelles sont les quantités et les produits qui sont vendus par OP. Et du coup, ça permet à l'UMAG de voir sa capacité de production annuelle. Et ces informations permettent également aux responsables commercialisation d'orienter son conseil au niveau des producteurs et également au niveau des acheteurs pour savoir, voilà, au niveau de l'UMAG, nous sommes en mesure de vous fournir telle quantité de spéculation par semaine, telle quantité de spéculation par mois ou par jour, afin de mieux discuter les prix en amont. Également, on arrive à savoir quels sont les marchés les plus sur lesquels on vend le plus au niveau de l'UMAG.
Donc, vous avez le graphique qui est à votre droite qui vous montre également que le marché de Bouaké permet d'évacuer le maximum de produits et également le marché de gros d'Abidjan. Donc, toutes ces informations permettent aux producteurs de mieux s'orienter parce qu'en fonction du marché, il y a des charges post-record qui peuvent découler. OK. La commercialisation, les données liées à la commercialisation sont très importantes pour nous parce que ça permet aux producteurs de savoir réellement quels sont les besoins des consommateurs pour pouvoir vraiment choisir sa spéculation à produit et également savoir quelle est la période où il peut mieux vendre son produit. Parce que toutes ces informations sont récoltées et sont mises à disposition au producteur pour pouvoir l'aider dans le choix de son calendrier de production. Donc, nous avons ces outils-là qui sont mis à disposition aux producteurs et qui permettent à ces producteurs-là de mieux faire leur choix en fonction du marché. Voilà, ici, vous avez un exemple d'un bilan de vente annuelle d'une OP. Voilà. Donc, ce sont des occasions qui permettent aux producteurs de voir leur potentiel, de voir ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché, comment est-ce qu'ils se positionnent pour pouvoir améliorer aussi bien la production, ou pour pouvoir améliorer la vente sur le terrain, et pour pouvoir également développer des services qui vont leur permettre de faire des achats groupés de semences, pouvoir faire des achats groupés de carton et également pour pouvoir faire des ventes groupées afin de réduire les charges au niveau de la production. Donc, ces informations sont très, très utiles à notre niveau pour les producteurs et on fait le maximum pour que ces restitutions soient faites à tous les niveaux, aussi bien à la base avec les conseillers et également au niveau de l'Union. On travaille à ce que l'information soit vraiment partagée de manière transversale. Et il faut dire que la collecte des données, le traitement, l'analyse et la restitution, ce n'est pas chose facile, mais comme on le dit, on produit pour gagner de l'argent. Donc, du coup, ces analyses et ces restitutions sont vraiment importantes pour le producteur pour savoir est-ce que ce que je suis en train de faire réellement, est-ce que je gagne de l'argent dedans? Si je ne gagne pas de l'argent dedans, comment est-ce que je m'oriente pour pouvoir améliorer mes pratiques, pour pouvoir faire mes choix de production? Donc, les principales difficultés qui sont recensées ici, il faut reconnaître qu'il y a les producteurs, certains producteurs relais n'arrivent pas à bien jouer leur rôle à la base, mais la sensibilisation continue. À chaque fois que nous avons l'occasion de rencontrer, on essaie de les galvaniser au maximum pour qu'ils puissent vraiment jouer leur rôle à la base. Également, pour la collecte des données, il y a des producteurs jusqu'à présent qui ne voient pas forcément l'intérêt, mais la sensibilisation continue pour les montrer réellement l'importance de ces données-là au niveau de leur exploitation. Donc, également, les difficultés, nous avons souvent des données qui sont récoltées et qui ne reflètent vraiment pas la réalité. Donc, du coup, ça nous amène à ne pas avoir des données assez importantes et très représentatives pour pouvoir faire des analyses comme on le souhaite. Mais on fait vraiment avec ce qu'on a pour pouvoir permettre aux producteurs de tirer des leçons. En perspective, nous pensons qu'il est vraiment important de poursuivre ces récoltes de données au niveau de la base parce que c'est vraiment l'outil qui permet de savoir si l'exploitation ou si la culture est rentable ou pas. Également, comme en perspective, on continue de diffuser au maximum ces restitutions, ces données, ces analyses à la base pour que le producteur soit vraiment propriétaire de ces analyses-là. Également, les bases de données à notre niveau, on travaille vraiment à les harmoniser pour pouvoir faire des comparaisons au niveau des autres pays, au niveau des producteurs.
Voilà. Et la référence technico-économique que je vous ai présentée, elle n'est pas encore aboutie. Nous évoluons petit à petit avec des données qui sont fiables et on pense pouvoir l'améliorer au fil du temps. Donc, on espère vraiment que la sensibilisation que nous menons va porter fruit et qu'on aura beaucoup plus de producteurs qui sauront qui prendront conscience de l'importance de ces données pour pouvoir mieux orienter leur choix et également les décisions de production. Okay. Merci beaucoup. Voici de manière très succincte ce qu'on pouvait dire sur l'utilisation de ces données à la base et comment est-ce que ces données permettent d'orienter le conseil agricole. Merci bien. Merci beaucoup Arnaud, merci à toi pour ce partage d'expérience. Alors, l'expérience de la Côte d'Ivoire est plus récente, hein. Jules nous avait expliqué au Burkina Faso que voilà, c'est un dispositif qui a évolué depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Pour la Côte d'Ivoire, Arnaud, tu me corriges, ça fait 3 ans peut-être que vous avez commencé à mettre en place ce type d'enregistrement, hein. 2 ou 3 ans. Les enregistrements ont commencé dès le départ, mais avec un échantillon de producteurs qui n'était pas assez représentatif. Ah oui. Mais concrètement, ça fait 3 ans que nous arrivons vraiment à faire des récoltes, des analyses de données assez représentatives au niveau de l'UNMAG et des restitutions à la base. Voilà. C'est vraiment récent. Par rapport au Burkina, nous sommes vraiment au début, quoi. Oui. Alors, au niveau des questions, donc on a dans le chat, alors c'est plutôt une remarque de Johnston au niveau de CGA qui nous dit que c'est important d'inciter les agriculteurs à adopter ce changement et à prendre l'habitude de faire des enregistrements parce que c'est comme ça qu'on aura des données fiables et ça permettra ensuite de les convaincre, de voir que ça va les aider à faire les bons choix. Puisque si on attend que leur mémoire est toujours limitée et pas toujours très fiable. Donc, bon, je pense que là-dessus, on est tous d'accord que c'est vraiment important l'enregistrement pour avoir une base fiable d'informations. Ensuite, on a une remarque, question de Mélanie, qui parle de l'expérience du BTPL, donc qui est une organisation française qui nous accompagne sur l'élevage laitier. Et qui dit toujours, le BTPL indique qu'avec l'anonymat, on perd un grand intérêt dans les bilans de campagne. On a des conseillers qui restituent des données plutôt que des agriculteurs qui partagent leurs pratiques et comparent leurs résultats. N'est-il pas possible d'avoir quelques agriculteurs qui, en tout petit groupe de confiance, puissent partager leurs données individuelles? Cela convaincra le groupe de l'intérêt et peut faire évoluer les choses doucement. Alors Arnaud, qu'est-ce que tu en penses? Je crois que vous avez quand même un niveau au niveau des OP de base où il n'y a pas d'anonymat, hein? Ouais, je ne sais pas. Je pense que sa question est pertinente parce que déjà pour pouvoir faire une restitution, il faut être outillé. Donc nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on fait? On accompagne, on aide les producteurs qui doivent faire cette restitution-là. On les aide à préparer la restitution, mais le jour de la restitution, on leur laisse la main pour faire cette restitution. Donc, on pense que c'est en cela qu'ils pourront vraiment s'habituer à faire des restitutions à la base. Parce que si le producteur n'est pas outillé, n'a jamais fait une restitution, c'est difficile pour lui. Quelqu'un qui n'a jamais fait quelque chose, c'est difficile de lui dire de faire cette chose-là. Mais si tu l'accompagnes à faire la chose, au fil du temps, il comprendra et il saura comment faire lui seul. Et c'est ce à quoi on s'attelle à notre niveau, à travers les formations actions, pour pouvoir vraiment les outiller à être autonomes. Très bien. Alors, je ne vois pas d'autres questions pour Arnaud. Est-ce que c'est bon pour chacun d'entre vous? OK. Merci beaucoup Arnaud pour ton témoignage et le partage de cette expérience de l'URMAG. Je vais maintenant vous proposer peut-être de faire quelques
enseignements généraux sur ce sujet suite à voilà, tout ce qu'on a pu discuter aujourd'hui. Donc, peut-être un premier point que je voudrais dire, c'est que l'outil ne fait pas tout dans ce travail de valorisation des données. Souvent, les outils sont nécessaires, mais ils ne sont pas suffisants. Je pense qu'on a vu avec les deux expériences là ici qu'il y a... pardon, je n'ai pas remis la caméra. Que ce soit du côté de Fert au Burkina avec les outils Excel, l'utilisation de Kobo Collect, mais aussi du côté de l'URMAG avec des bases de données, avec des tableaux croisés dynamiques, la production de graphiques. Ces outils, clairement, vous font gagner du temps, permettent d'exploiter les données, mais finalement, elles ne résolvent pas le cœur du problème, c'est la question de la qualité. Hein. Vous avez tous les deux mentionné dans vos conclusions, vos difficultés, il y a toujours cette question de la qualité des données. Et finalement, en fait, l'outil ne collecte pas à la place de quelqu'un. Ce n'est pas l'outil non plus qui va vérifier tout seul si les données sont justes. Et finalement, ce qui fait la qualité d'un dispositif, c'est d'abord finalement tout l'humain qui est derrière, donc la personne qui va collecter, la personne qui va comprendre voilà, finalement dans quel objectif, pourquoi je collecte cette donnée-là. Il va y avoir aussi voilà, le rôle important de celui qui vérifie, avec quelle rigueur il va vérifier, et puis celui qui restitue, comment il va animer, comment il va réussir à interpréter. C'était un petit peu la question de Aka tout à l'heure. Finalement, quels sont les outils pour transformer une donnée en un conseil? En fait, ce n'est pas un outil, je pense que c'est plutôt l'humain derrière qui va être capable de traduire des chiffres en conseil. Donc voilà, il y a un piège aussi dans lequel on tombe assez facilement, c'est celui de la complexification des outils. On veut toujours rajouter voilà, des données un peu plus, on veut en savoir un petit peu plus, analyser, compliquer les choses. Et puis finalement, on se retrouve à accumuler beaucoup de données et puis avoir une masse d'informations qui devient trop difficile à traiter, pleine parfois d'incohérences et finalement peu utilisable. Donc on a vu clairement hein, le cas des expériences là, qui vous ont été présentées avec le Burkina. On est passé de 1800 références à 680. Donc l'idée, c'est pas voilà, de régresser, mais finalement, c'est un choix délibéré de faire moins, mais de faire mieux. Et puis finalement, sur l'analyse aussi, alors, pardon, je crois que je l'ai mis ici. Sur l'analyse, on peut aussi retenir que... non, pardon, ça c'est ce que... Voilà. Sur l'analyse, ce que je voulais vous dire, c'est que finalement, une donnée toute seule, elle ne va pas nous apprendre grand-chose, mais qu'il est important de pouvoir la comparer. Et donc là, on a vu, donc peut-être aussi avec le cas de l'URMAC, qu'il est toujours intéressant de faire des comparaisons d'une année sur l'autre, des comparaisons entre agriculteurs ou entre OP, des comparaisons sur plusieurs itinéraires techniques. C'était aussi la question qui était faite dans le chat là, par Christophe, ou entre différents ateliers, mais en prenant garde de bien comparer ce qui est comparable et donc de savoir utiliser, rapporter les valeurs soit à l'hectare, soit au kilo produit, et puis de bien utiliser à la fois les pourcentages et les graphiques pour aider aussi à comprendre un peu les ordres de grandeur. C'est ce que nous expliquait Jules sur les graphiques qui visuellement aident aussi à mieux comprendre les chiffres. Un autre point de message, et je pense que là, on a essayé d'insister pas mal là-dessus avec les deux exemples qui vous ont été donnés, c'est que la restitution, finalement, c'est l'étape clé à ne pas négliger. Alors, je pense que souvent, en fait, la restitution, enfin, en tout cas, moi, dans ce que j'ai pu voir par le passé, c'est souvent une étape qui est un peu passée rapidement, c'est celle qui arrive à la fin, une fois qu'on a vraiment réussi à tout analyser, elle arrive souvent même parfois trop tard, alors que pourtant, c'est une étape qui est déterminante. Et donc, on passe des semaines à collecter les données, des heures à les traiter, et puis finalement, on présente les résultats lors d'une réunion où finalement, les producteurs écoutent des graphiques qu'ils ne se sont pas appropriés sur des données qui ne les concernent pas ou qu'ils ne reconnaissent pas. Et finalement, cette restitution-là, c'est plutôt ce qu'on peut dire de la diffusion d'informations à sens unique. C'est un peu aussi la remarque que Mélanie faisait dans le chat par rapport au BTPL. Et donc, je pense que le cas du Burkina ou de l'URMAG, c'est justement intéressant parce qu'ils essayent de faire autrement, de
rendre les producteurs plus actifs pour qu'ils puissent vraiment s'y retrouver. Donc, on essaye de les mettre en action, de faire qu'ils se reconnaissent dans les données, de les comparer leur situation par rapport à d'autres, de comprendre pourquoi leur rendement est inférieur. Et donc, pour ça, on a besoin de support, mais on a surtout besoin d'animateurs. Donc, les paysans relais, les délégués commercialisation, les conseillers qui ne sont pas juste là pour lire des chiffres sur un paperboard, mais pour poser des questions. Voilà. Et donc, un point aussi peut-être que je voulais redire, c'est qu'il est important de ne pas vouloir non plus tout restituer, parce que finalement, vous collectez un nombre important de données, mais de savoir identifier une ou deux thématiques clés pour cette année, par exemple, sur cette campagne agricole. Quel est le point clé qui est important à discuter entre nous et voilà, qui sera intéressant d'approfondir. Tout ça, pour moi, la phrase que Jules nous a citée, là, le petit témoignage, on sait à quoi servent nos données, c'est vraiment un message clé que je voulais aussi retenir de ce webinaire. Et peut-être, voilà, je voulais un dernier message aussi à vous partager. Enfin, moi, ce que j'ai retenu aussi là, de l'expérience de l'URMAG, c'est que les données technico-économiques, finalement, elles servent plusieurs objectifs. Le premier, et c'est celui qu'on a voulu vraiment vous rappeler, c'est servir d'abord l'agriculteur qui va lui-même prendre des décisions à partir de ces données. Le deuxième niveau, ça va être le technicien, donc qui va pouvoir finalement affiner son analyse, ne pas juste faire du conseil à l'intuition, mais partir vraiment de faits observés. Et puis, toutes les données, elles vont lui permettre aussi d'identifier peut-être des nouveaux besoins qu'il n'aurait pas vus avant. Voilà, par exemple, il observe une baisse de rendement sur plusieurs exploitations. Il y a peut-être un problème d'approvisionnement en semences, voilà, comme nous l'avait expliqué un peu Jules. Et puis, le dernier niveau, c'est la valorisation des données pour les services et pour l'organisation de producteurs. Là, c'est l'explication, la présentation que Arnaud nous a fait au niveau de l'URMAG, qui était vraiment intéressante. C'est finalement comment les données, elles servent aussi au pilotage d'un service pour identifier finalement comment organiser les ventes groupées, à quelle saison, et voilà, finalement, voir que les données, elles peuvent aussi être valorisées et intéressantes à ce niveau-là. Voilà, c'est un peu les exemples que je vous mettais ici. Voilà, on arrive à la fin de notre webinaire. Donc, je vous remercie et je remercie donc plus particulièrement Arnaud et Jules pour leur témoignage, pour le temps qu'ils ont consacré dans la préparation de ce webinaire et pour voilà, la qualité des échanges aujourd'hui que nous avons eu à ce sujet-là. Le webinaire a été enregistré et donc sera ensuite mis en ligne sur la page YouTube de FERT. J'ai remis ici à votre disposition le lien vers la page ExtraFERT, donc qui est notre page de ressources en ligne sur laquelle vous pouvez retrouver voilà, différents outils, des fiches techniques, des outils justement d'enregistrement de données, des modules de formation. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour sur cette page ExtraFERT. Et puis, je tenais à vous informer que le prochain webinaire organisé aura lieu le vendredi 3 juillet et portera sur le thème des ressorts de la diffusion technique. Donc, comment voilà, réussir à diffuser des innovations techniques que l'on a pu tester à large échelle. Voilà, on aura plusieurs témoignages qui viendront nous apporter des éléments sur ce sujet-là. Je souhaitais aussi remercier les deux personnes qui ont assuré l'interprétariat et j'espère que nos amis anglophones ont pu suivre correctement ce webinaire. Et puis, voilà, je vois qu'il y a des messages qui s'affichent sur le chat, mais j'espère que voilà, il n'y a pas de questions en suspens. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à très bientôt, peut-être d'ailleurs certains à Madagascar dans quelques jours. Merci beaucoup et au revoir.